Good evening, mesdames et messieurs. Ne touchez pas à votre poste, vous êtes bien sur Millennium et c'est bien votre émission préférée, je dirais même plus. Et oui, c'est encore dimanche et déjà le 23 janvier. Et les jours rallongent. Mais sans Gilles en plateau, donc je me permets quelques fantaisies que j'ai toujours rêvé de faire à la radio. Mais André est là pour veiller, donc tout va bien. Même qu'il va interviewer notre invité mystère. Je dirais même plus, 13e du nom. Un chiffre porte-bonheur, je crois. Une heure hebdomadaire menée par une belle bande de chroniqueurs et chroniqueuses passionnés, toujours prêts à surfer sur les vagues de l'inattendu et de l'inédit. Je dirais même plus, l'émission fraîche. Alors nous avons réussi avec panache le passage en cette nouvelle année avec Frédéric Pilot la semaine dernière et poursuivons fièrement notre série d'entretiens. Coco Rico donc. Et c'est avec un rare plaisir que nos micros vont se tendre vers la capitale aujourd'hui, puisque notre invitée est une femme de caractère et une dessinatrice de presse de talent, dont j'avais découvert le puissant travail à travers une belle exposition de ses dessins lors d'un festival de BD de Perros-Guirec préparé par André, ici présent, et notre regretté Tassuade. Eh bien, on est parti. Je dirais même plus. Alors, je dirais même plus, l'émission qui ne s'essaye pas toujours au jeu de mots foireux, afin d'éviter de rien remettre dans sa culotte ce soir. Bref. Je dirais même plus. Pour cette 13e émission, on bouscule un petit peu nos habitudes puisque je prends la barre et que Gilles nous fera part de sa lecture du moment et nous souhaitons à Clotilde de se remettre rapidement. Alors que Damien nous propose un sujet entre Tintin et ses femmes, j'ai pas tout compris. Et pour bien commencer, je vous propose Il Mundo de Jimmy Fontana, un clin d'œil à mes charmantes filles adorées. Ah là 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 là, Viva Italia donc. Excellente invitation à découvrir l'album d'un autre Italien en la personne de Mattotti. Alors aujourd'hui, il s'agit de L'homme à la fenêtre. L'avantage de cette belle émission consiste aussi à relire des albums qui ont pu nous plaire jadis et de comparer notre lecture d'antan avec celle d'aujourd'hui. Parfois, le plaisir reste intact, mais ici, le recul me permet d'apprécier autrement L'homme à la fenêtre de Lorenzo Mattotti et de Lilia Ambrosi, édité chez Albin Michel en 92. À l'époque, le concept de roman graphique n'avait pas encore traversé l'Atlantique et cet éditeur de littérature sous-titre le livre de « roman dessiné » pour insister sur la qualité d'écriture de l'ouvrage. Et je dirais même plus, nous avons affaire à un projet précieux tant dans le texte que dans le graphisme choisi. Je l'ai lu jadis en croyant comprendre qu'il s'agissait d'une histoire d'amour. Mais maintenant, je comprends mieux qu'il est question d'un sculpteur qui ne sculpte pas beaucoup, mais qui se pose des questions qui ne sont pas forcément les bonnes et surtout qui ne sont pas les siennes. Car il croise 3 femmes qui pourraient symboliser 3 états de relations amoureuses différentes, et que cet artiste éprouve à différents moments de sa vie. Sans réelle substance, cet artiste en crise personnelle se laisse porter par le récit des autres selon plusieurs mises en abîme par des flashbacks, des notes d'un carnet trouvé, d'un souvenir avec son grand-père, de la rencontre avec plusieurs femmes. Il est l'homme à la fenêtre, et le restera, puisque plus spectateur du monde qu'acteur finalement, derrière sa petite lucarne. Je vous cite un extrait du texte pour prouver la dimension littéraire et donner le ton du livre. Ensuite, il entra dans la salle d'attente. Il resta assis longtemps, comme si elle devait arriver, et que son train avait beaucoup de retard. Pendant un instant, des années peut-être, il avait cru à ses côtés appartenir à une certitude. Il est à noter que l'auteur du texte, qui est l'ex-femme de Mattotti, signera avec lui un autre livre. Contemporain dans sa conception du Maus de Spiegelman, la temporalité du récit me renvoie à celle de Quartier lointain du japonais Taniguchi par exemple. J'appréciais d'autant ce livre qu'à l'époque, il offrait une alternative artistique à ces autres bandes dessinées entièrement réalisées en couleur et au pastel. Je pense à Feu, ou bien Docteur Néfasto, ou encore Labyrinthe. Au-delà de la ligne claire chère à Hergé et à André, en proposant ce que Mattotti appelle la ligne fragile, expression empruntée à Jean-Louis Floch, il développe une broderie
graphique hyper délicate, réalisée à la plume et à l'encre de Chine. Esthétique que l'on retrouvera ensuite dans Stigmate ou Ghirlanda. Ce livre se présente sous le format d'un roman et son dessin doit rester très lisible et transparent, voire précieux, pour mieux s'adapter à l'esprit du texte, et cela fonctionne parfaitement. Comme souvent chez cet auteur, on retrouve des références à des livres déjà réalisés ou à venir, comme les étreintes répétées de corps en suspension que l'on aime adorer dans le splendide recueil Nel Aqua, où les couleurs subliment l'état amoureux dans un instant éternel. Finalement, je ne crois plus qu'il était question d'amour dans ce livre, mais je le relirai volontiers dans 30 ans pour essayer d'adopter un nouveau point de vue sur ce sujet. Et en conclusion, je vous propose la préface de Lorenzo Mattotti quand il écrit « Ce livre se voudrait un reflet de lumière. Mais je m'aperçois que le papier ne réfléchit pas. Il absorbe. Pardonnez-moi donc si je ne vous éclaire pas. À vous de trouver l'illumination dans cette surface de papier blanc. » Je lui répondrai que j'ai bien réfléchi, mais je n'ai plus trouvé la lumière cette fois, dans ce récit plutôt gris et mélancolique. Quant à l'illumination, je la retrouve volontiers spontanément dans sa BD Feu, qui fera l'objet d'une nouvelle chronique. Je dirais même plus. Et bien sûr, alors pour cette 13e émission, nous nous entretenons une fois de plus avec une formidable et dominicale invitée, même si elle ne dessine pas à proprement dit des bandes dessinées, mais plutôt des dessins humoristiques de presse, avec panache. Mais je préfère laisser la parole à André pour s'entretenir avec notre invité, entre dessinateurs de presse donc. Il n'y a pas de formation spécifique pour le dessin de presse. Il n'existe aucune école pour apprendre ce métier. Les seules qualités requises sont la curiosité, la passion pour l'actualité politique et pour la vie sociale en général. Les dessinateurs de presse sont des grands passionnés de l'actualité. Ils sont accros aux journaux, à la radio et à la télé. Toute cette actualité leur fournit la matière nécessaire à leur travail, elle alimente leur boîte à idées, elle alimente leur réflexion. Les dessinateurs de presse sont avant tout des autodidactes boulimiques d'actualité. Bonjour Coco. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, avec plaisir. Ouais. Alors toi, tu as fréquenté une école d'art et suivi des cours de dessin. Mais est-ce que tu te reconnais quand même dans ce préambule? Et comment t'est venue un jour l'envie de devenir dessinatrice de presse? Parce que je le disais, il y a pas d'école, pas de formation. Alors comment toi tu y es parvenu? Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'école spécifique ni de formation. Ceci dit, dans les écoles d'art, on apprend quand même à aiguiser une curiosité pour les choses, à savoir où on veut aller avec le dessin, un peu quand il s'agit de dessin ou de peinture, parce que le dessin, il y a des voies multiples, hein, le dessin d'architecture, le dessin en BD, le dessin industriel, je sais pas, enfin, il y a des tas de possibilités, le graphisme. Mais le dessin de presse, c'est... Voilà, moi j'ai commencé en école d'art à travailler un peu sur des sujets sociétaux et c'est essentiellement ça qui m'a amené au dessin de presse parce que je faisais pas mal de dessins d'humour sur des sujets divers, hommes-femmes, la société, rubrique des chiens écrasés, des choses comme ça. Et voilà, petit à petit, c'est un prof d'école d'art qui m'a dit tiens, c'est marrant ce que tu fais, tu devrais faire un stage à Charlie, comme j'étais en fin d'année d'études et que je devais faire un stage. Et ça s'est fait comme ça pour moi. Peut-être que je n'étais pas spécialement lectrice de dessins de presse, plutôt de BD, plutôt de Franquin, plutôt quand même dans un univers un peu Gottlieb aussi, Rézère. Mais voilà, je lisais pas trop de presse, mais quand ce prof m'a dit ça et qui m'a donné la chance d'impulser ce stage à Charlie Hebdo, je suis arrivée là-bas et j'ai tout de suite aimé ce que j'avais devant moi, quoi, du sérieux, de la déconne, de l'actu, de la curiosité. C'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde peut avoir en soi finalement, le questionnement, de l'engagement, la défense aussi de certaines opinions et puis
voilà, une vision du monde, quoi. Ça fait partie d'une espèce d'effervescence démocratique, quoi. Le dessin de presse a ce rôle-là de critique, d'opinion, Un beau moyen d'expression. Exactement. Ouais, jusqu'ici, tu as travaillé pour des mensuels comme Le Psychopathe ou alors des hebdos comme Vigous, Les Arocs, Charlie. Mais aujourd'hui, tu es la dessinatrice du quotidien Libération. Et il te faut donc être encore au plus près, toujours plus près de l'actualité. C'est encore plus tendu. Est-ce que tu ressens cette pression et comment tu la vis ? Je l'ai beaucoup ressenti tout au début quand j'ai accepté de prendre la succession de Willem, parce que déjà c'était passé après Willem, c'était un peu comme passer après Dieu, quoi, Dieu du dessin. Même si je suis athée, c'est un peu, voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui m'intimidait profondément, et puis la peur toujours de pas être à la hauteur, quoi. Ça, c'est quelque chose c'est une question qui me hante, on va dire, depuis les attentats de janvier aussi, hein. C'est comment être à la hauteur de génies du dessin comme Cabu, Charb, mais aussi dans la suite de Willem. Et en fait, je commence à voir un peu les effets du quotidien, c'est-à-dire sur la semaine. Déjà, il faut évidemment suivre l'actu, mais il faut aussi pouvoir la hiérarchiser, parce que j'ai l'impression qu'elle va de plus en plus vite, cette actu. À peine j'ai fini de faire un dessin que j'aurais envie d'en refaire un autre, parce que je vois quelque chose dans l'actualité qui me fait réagir, et ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Il faut pouvoir aussi prendre le recul. Parfois, j'essaye de réagir immédiatement sur quelque chose. En fait, je me donne la liberté d'aller un peu selon soit mes indignations, soit mon envie, soit mes humeurs, soit ma colère. C'est vraiment très variable. Et comme sur une semaine, il peut quand même y avoir beaucoup de sujets, j'essaye de proposer des choses assez variées, que ce soit politique, sociétale, ou tu peux aussi culturelle. Tu peux aussi un petit peu anticiper, parce qu'il y a des choses qui effectivement peuvent se prévoir. Et je suppose que explique-nous un petit peu comment ça se passe, la réalisation. Je suppose qu'il y a beaucoup d'allers-retours avec les journalistes de la rédaction tout au long de la journée. Non, aucun. Carte blanche. Aucun. Ouais. Oui, carte blanche. Oui, carte blanche. Ouais. En fait, pour vous expliquer un peu comment se déroule ma journée, déjà j'ai la possibilité soit d'être à la rédaction, soit de travailler à la maison. Là, aujourd'hui, je suis à la rédaction, par exemple, parce que le mercredi, c'est des réunions avec pas mal de sujets politiques qui peuvent s'énoncer. Ouais. Et généralement, quand je suis à la maison, j'ai une réunion le matin à 9h30 pour voir un peu le contenu du journal et les sujets qui vont être en événement ou en une. Une forme qui vient compléter en général la revue de presse que j'ai déjà faite la veille. Et à partir de là, vers 11h, je commence à dessiner, réfléchir à des idées, et je me donne jusqu'à 1h et demie pour pouvoir commencer à dessiner. Et puis je propose plusieurs dessins à partir de ce moment-là. Parfois c'est plusieurs dessins sur un même sujet pour aborder des angles différents. Parfois, c'est 4 dessins sur des sujets très différents. Parfois, c'est 3. Parfois, je fais une proposition de une. C'est très variable. Voilà, je suis en totale autonomie et en même temps, j'ai cette possibilité de discuter aussi avec la rédaction, leur montrer qu'est-ce qu'on pense. Voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. Oui, je suis assez contente En fait, j'ai mon espace, je suis un peu comme Willem était, c'est-à-dire j'ai ma griffe, ma patte dans la. C'est assez étrange parce que je continue Charlie, mais Charlie, c'est quelque chose qui se faisait en équipe, où parfois on réfléchissait ensemble sur un même sujet, et là je suis un travail plus solitaire. Ouais.
Oui, Hmm. plus solitaire, mais ce qui est pas non plus inintéressant parce que il n'y a pas de redite dans les dessins, comme parfois quand on creuse un sujet, parfois il y a des choses qui sont un peu c'est un peu trop le même sujet. Parfois on peut explorer, parfois tout seul on se surprend à faire des trucs où on n'irait pas à plusieurs. Ça dépend. Hmm. Alors, tu le disais tout à l'heure, tu remplaces donc Willem qui a décidé de prendre un petit peu de recul et de prendre une semi-retraite sur son île de Groix, on peut le comprendre. Et moi, j'ai lu quelque part que c'est Willem lui-même qui a soufflé ton nom à la rédac de Libé. Alors non, Non, c'est pas lui, mais par ouais. contre il a immédiatement encouragé et apprécié Il a ça. validé. Ouais. Et à partir du moment où il a su que ça a été moi, il m'a envoyé pas mal de dessins depuis que de messages depuis que j'ai commencé, Mhm. en me disant que c'était bien ce que je faisais, que c'était fort. Et quand je suis arrivée à Libé, il m'a dit très bon choix de Libé, je te laisse le journal pour les 40 prochaines années. Alors, tu as aussi décidé pour lui rendre hommage, de conserver un peu sa présentation du dessin, tel que lui l'avait conçu, et de conserver son encadrement si J'aurais pas dit un particulier. hommage, mais Mhm. je pensais plutôt à une continuité. D'accord. Respecter une espèce de patte qu'il a Mhm. qu'il a trouvée. C'est la continuité. Enfin, pour moi, je le remplace pas parce que c'est un irremplaçable, Mhm. mais je le continue. Alors, Et pour moi, cette nuance, elle est importante puisque ses 40 ans sont là. Il a Mhm. son dessin, son expérience, mais moi, j'ai envie de pouvoir continuer un peu aussi dans cet esprit qu'il a insufflé brillamment au journal. Il a fait Ouais, ouais. un travail d'éditorialiste comme personne. Et puis, je me rends compte à quel point c'est un esprit de synthèse au niveau de l'actualité assez vraiment brillant, quoi. Je l'ai lu, mais je l'ai lu beaucoup dans ses BD, dans ses colonnes à Charlie, dans ses dessins de Libé. Mais quand on est à cette place à le continuer face à la feuille blanche, on se dit c'est quand même quelque chose de grand qu'il a fait pendant 40 ans. Et Oui. il est toujours aussi brillant d'ailleurs. Oui, Je et puis lisais encore hier soir sa colonne dans Charlie là sur Zemmour, les femmes, et je me marrais. ouais. C'est vraiment, il est vraiment un grand du dessin de presse. Oui, alors, Je le dis sans failloter, et c'est vraiment ça. ouais. Mais du coup, le fait que tu aies gardé ce petit cadre, là, il y a quelques fielleux des réseaux sociaux, j'ai vu ça, qui t'ont accusé de copiage. Est-ce que tu as quelque chose à leur répondre ou bien tu t'en fous complètement? Ah, j'ai pas vu du tout. T'as Non, pas je vu ça? regarde Ouais, pas. si. Défiez-le, comment qui Le fait que en fait ça ressemblait beaucoup la présentation, il y a eu des reproches. Mais ne t'inquiète pas, ce sont les réseaux sociaux. Tu dessines aussi pour la télé, pour 28 minutes sur Arte. Et donc je parlais tout à l'heure de tension par rapport à l'actualité. Et là c'est encore pire, non? Il faut être ultra rapide, choper très très vite les idées et dessiner à 100 à l'heure. Ça se passe comment ces émissions? C'est sûr, il faut être réactif. Après, c'est un graphisme un peu différent. Je travaille sur rhodoïde marqueur pour aller un peu plus vite. Je trouve qu'on gagne un peu à dessiner plus vite sur cette feuille un peu plastifiée qui fait un peu comme un rétroprojecteur, quoi. Voilà, les sujets d'actu s'enchaînent. Bon, l'actu, on la voit aussi dans la semaine. On peut quand même anticiper des choses, mais parfois c'est bon de réagir à ce que dit un intervenant. C'est sûr que ça va très vite. Il faut avoir parfois, c'est un peu de chance aussi sur l'inspiration, ou c'est sur ce qui se dit sur le moment. C'est aussi parfois un peu de réflexion sur l'actu qu'on peut anticiper. Et voilà, enfin, c'est aussi l'ambiance. Au début, j'étais
Quand j'ai commencé, c'était il y a 10 ans. C'est Sharp qui m'a dit d'aller dans cette émission. En 2012, il a commencé. Puis rapidement, il m'a dit, tu devrais y aller. Et en septembre 2012, j'ai commencé Arte, très timide au début, sans savoir vraiment comment ça se passait. Et puis petit à petit, parfois, je me suis regardée. J'ai regardé la manière de présenter les dessins, parce que la manière d'amener le dessin en direct, c'est déjà 50% de gagné sur l'effet gag, parce que il y a des choses qu'on peut économiser dans le texte, dans la façon parce que ça vient d'être dit, le dessin. Oui. Et j'ai essayé de faire un travail un peu plus sur mon manque de confiance en moi, parce que souvent, je regarde pas, par exemple, Elisabeth quand elle me parle, parce que je garde ce fond un peu de timidité. Puis quand on dessine, on est un peu dans notre coin. Ou si vous voulez, c'est un peu le terrain de jeu où là, tout est désinhibé. Mais en vrai, montrer le dessin, voilà, il a fallu faire un petit travail là-dessus. Et puis, graphiquement, il faut essayer d'être efficace, pas trop de texte, quelque chose d'assez immédiat, puis d'assez percutant. Parfois, ça peut aller dans le rire. Parfois, ça peut être aussi un autre point de vue qui vient contribuer au débat de la même manière qu'il y a des intervenants qui parlent sur chaque sujet. Parfois, c'est une manière de clore aussi le sujet. Ça dépend. Le Coco 2022, c'est une année électorale. Alors, est-ce que ça te réjouit parce que ça va alimenter la fameuse boîte à idées dont je parlais tout à l'heure, et est-ce que ça va échauffer un peu ton pinceau feutre? Je crois que vous répondez déjà à la question, oui. Ouais. Oui, c'est sûr, ça va être assez stimulant. On voit déjà quand même beaucoup de choses qui se passent, des petites phrases, des grandes mesures, des programmes, de l'union, de la désunion, il y a vraiment des tas de choses qui se passent dans la campagne. C'est un peu tous les coups sont permis, donc il y a des tactiques, des stratégies qui se dessinent, des profils aussi, et puis des candidatures qu'on a envie de contrer en dessin aussi, quoi, de montrer un peu les failles, critiquer, c'est un peu notre travail dans le dessin de presse, quoi, aller mettre en perspective des choses, par le dessin, ou se moquer, quoi, aussi. Ouais. Alors, j'ai dit que ça allait donc échauffer ton pinceau feutre, parce que je t'ai vu travailler au pinceau. Pourquoi un pinceau? C'est pour faire des traits plus forts, plus gros, plus lisibles, pour faire des dessins coup de poing, parce que Cavana disait qu'un dessin, ça doit être un coup de poing dans la gueule. Ça renforce le dessin, le pinceau? Non, ça dépend. Je dessine pas qu'au pinceau. Je dessine parfois à la plume, au feutre, suivant le format dans lequel je dessine. Il faut que je mets pas de barrière. Je dessine avec un peu comme je veux. Le pinceau, il y a quelque chose d'assez vif dans ce pinceau. D'ailleurs, c'est pas un pinceau ordinaire, c'est un pentel, c'est un stylo pinceau. Qui a un pinceau un peu plus dur entre le stylo et le pinceau, qui permet une forme de mouvement, en fait, suivant ce qu'on fait. Et la plume, ça permet aussi d'être précis. J'aime bien la plume aussi. J'aime bien, j'ai toujours en tête la précision des caricatures de Cabu, précision et synthétisation des visages. Et c'est vrai que la plume, c'est bien pour ça. Dessiner parfois en plus petit à la plume, ça permet aussi d'épurer un peu le visage et de s'attacher vraiment à l'essentiel de l'expression du visage d'un personnage, quoi. Ouais, c'est une technique que tu utilises plus d'ailleurs dans les reportages. Et Cabu, Luz et toi, vous êtes à mon avis les virtuoses du reportage dessiné. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes quand tu fais ces reportages? Il y a beaucoup de croquis, des ciseaux, beaucoup de colle, du montage, ça marche comment? Oui, il y a beaucoup de croquis en général. Et puis comme on prend des notes, et qu'on dessine en même temps, donc ça doit aller très vite. Il faut être assez rapide sur l'exercice. Parfois, via la base de mon croquis, je peux reprendre un dessin si ça a été trop vite fait, ou alors
si par exemple il y a eu de la pluie parfois, parce que quand on est en reportage en extérieur, ça arrive parfois de refaire un peu. Après, c'est un travail de montage et le plus important, c'est de trouver l'angle du reportage parce qu'on revient des reportages avec une forme de banque d'images et d'informations qu'il faut trier pour dégager en fait l'angle de la colonne, l'axe, le point de départ de tout ça, quoi. Et ça, ça se joue dans le travail de tri et dans ce qu'on a envie de faire émerger de tout ça. Donc, puis après, il y a un travail de composition et il faut pas qu'il y ait trop de texte parce que ça fait vite plombant. Il faut essayer c'est pas facile parfois parce c'est assez frustrant parce qu'on revient avec pas mal d'informations et on a l'impression que tout est important. Mais il faut pourtant faire ce travail de tri pour pouvoir guider le lecteur vers l'essentiel de ce qu'on a envie de dire. C'est Cabu, je crois, qui a initié ce genre, cette forme. Il paraît même qu'il était capable, quand il se déplaçait sur un lieu de reportage, de dessiner sans montrer qu'il dessinait, en dessinant dans sa poche. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est lui qui a initié, mais en tout cas, je sais qu'il aimait le reportage et qu'il aimait aussi faire de la BD. Il aimait le dessin de presse, mais il aimait aussi toutes les complexités du dessin, c'est-à-dire qu'il faisait du dessin en direct chez Dorothée pour Récréa 2, il faisait des reportages, il faisait ses personnages, le beauf, le grand Duduche, tout. Il ne s'est jamais rien interdit. Il n'a pas travaillé qu'à Charlie. Il a travaillé au Canard. Il a travaillé dans Pilote. Il a travaillé à la mairie de Paris. Il faisait des BD aussi pour le journal de la mairie de Paris. Enfin voilà, plus voilà des dédicaces. Il avait une vraie générosité, je veux dire, du dessin. Quelqu'un qui croisait Cabu dans la rue pouvait facilement faire un dessin comme ça sur un petit bout de serviette et lui donner, quoi. Quelqu'un de généreux dans tous les sens du terme, généreux humainement, puis généreux aussi dans le travail, générosité du dessin, sous toutes ses formes, quoi. Ouais, puisque tu parles de Cabu, Coco, je sais que tu as récemment réalisé des dessins pour la Duduchothèque de Châlons en Champagne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette Duduchothèque et ce qu'on peut y voir? J'y suis allée pour remontrer encore, puisque l'expo est encore visible jusqu'en mars. C'est pour l'expo des comédiens. Cabu aimait le théâtre et dessinait beaucoup de pièces de comédiens, un univers qu'il attribuait plus facilement. Généralement, il croisait dans le public plutôt des gens du Figaro. Des lecteurs du Figaro que des lecteurs de Charlie, mais pas très grave. Ça l'amusait et voilà, je suis allée voir l'exposition. C'était aussi pour voir le fameux bureau de Cabu qui a été transféré de son expo Le Rire de Cabu à l'Hôtel de Ville jusqu'à la Duduchothèque où là il s'y trouve de manière permanente, je crois. Tout a été collé, voilà, déjà ça me rassure parce que je range pas mon bureau non plus, mais voilà, c'est avec Cabu dessiné au mur, ça fait un instant assez à la fois triste et heureux, quoi. On le voit un peu dans son intimité comme s'il était encore parmi nous et ça nous rappelle aussi qu'il n'est plus parmi nous et sa disparition tragique sous les balles du terrorisme islamiste. Donc voilà, c'est à la fois une mémoire essentielle et en même temps un rappel voilà, de ce qui s'est passé. Je trouve que c'est important de ne pas perdre, que ça ne s'en aille pas de notre tête, quoi. Coco, on va écouter La mer de Charles Trenet. C'est la chanson que tu as choisie pour la pause musicale de cet entretien. Je te propose qu'on l'écoute et qu'on en parle juste après, d'accord ? D'accord. Coco, ton choix musical aurait fait plaisir à Cabu. Alors c'est en pensant à lui que tu as fait ce choix ou bien c'est en référence à la vague de ton livre Dessiner encore ? Ah non, je pensais essentiellement à Cabu, évidemment, et c'était
dès que j'entends du Trenet, je pense à la façon avec laquelle Cabu dessinait Trenet, toujours avec ce grand sourire, ses dents éclatantes. Et pour l'anecdote, moi, j'aimais pas du tout Trenet. D'accord. Je crois que je l'ai dit. Je l'ai dit à Cabu, à Rue Turbigo, mais par contre, j'ai appris à aimer Trenet par le regard que Cabu avait sur lui, par sa passion pour lui et le fait que, voilà, parfois il chantait un petit peu, il dansait un petit peu à la rédac en pensant à Trenet. J'aimais bien cette joie que ça lui procurait. Et même si j'aimais pas trop Trenet, je dois dire que j'ai été... Tu as quand même appris à l'aimer, parce qu'il faut dire qu'il y a j'ai quand même appris à l'aimer par la joie qu'il procurait à Cabu. Et finalement, il n'y avait pas d'autre chose à faire qu'aimer Trenet. Alors, comme pour Luz, comme pour Philippe Lançon et comme pour Catherine Meurice, écrire et dessiner ont été des actes nécessaires, des gestes obligatoires pour ne pas te laisser engloutir par cette énorme vague qui t'a submergé. Ce livre, c'est pour ça, pour surmonter cette vague. C'était déjà dans l'approche du procès qui arrivait, donc il fallait que je puisse pouvoir témoigner et raconter à la fois les faits, mais aussi ce que j'avais pu ressentir. Donc c'est pas facile de se mettre face à ça. Je pensais pas faire un livre un jour là-dessus. L'idée me plaisait pas du tout de faire ça. Ça me ressemblait pas, mais confrontée un peu à l'idée du procès qui approchait, je me suis mise devant une feuille et puis j'ai commencé à dessiner un peu pour voir ce qui sortait. Et puis là où je pensais que je pourrais arrêter en 5 minutes, finalement les choses se sont ouvertes beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais un peu enfouies en moi pendant des années. Et que peut-être besoin de les dire, peut-être que j'étais prête, peut-être je ne sais pas exactement. Ouais. Dans le dessin de presse, le dessin doit être lui-même une écriture, un langage graphique. Et dans dessiner encore, tu as totalement réussi à concevoir un langage graphique qui colle au plus près à ton propos. L'écriture et le dessin ne font qu'un, et ça crée, à mon avis, énormément d'émotions. Et pour moi, ton livre donne un vrai sens à un terme que j'aime pas tant que ça, qui est le roman graphique. Et je crois d'ailleurs que tu n'aimes pas trop qu'on utilise le terme de BD quand on parle de ton livre. C'est pas que je l'aime pas, c'est que je le trouve pas approprié. Parce que déjà il y a une dimension de témoignage dans ce livre. C'est pas un roman, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est un récit, un témoignage. Et puis oui, évidemment, je dirais plutôt que c'est un récit graphique parce que parfois les images ont pris le relais des mots plus facilement, quoi, pour moi. Et puis ça disait bien plus de choses que j'aurais pu le dire à l'écrit. Donc parfois il y a des passages de BD un peu dans le livre, c'est sûr, mais j'ai essayé de... Ce qui m'importait surtout, c'était pas tellement la forme, peu importe que ce soit un récit, une BD, un roman, l'important c'était ce que j'avais à dire et comment je le disais. Je trouvais que ça passait beaucoup par des questions de rythme. Étant donné que c'est un témoignage, il y avait des moments un peu durs, durs à dire, durs peut-être aussi pour le lecteur. Donc il fallait que je puisse prendre un rythme qui parfois donnait un peu d'ampleur, quoi. Une lenteur, une ampleur, des grandes pages de dessin, d'aquarelle pour faire sentir quelque chose. Et puis parfois quand c'était des souvenirs un peu plus vivants, vivaces, vivants, il fallait que je puisse les mettre plus dynamiques, avec des cases, avec des plus petits dessins, des choses qui étaient un peu plus foisonnantes. J'ai cherché un peu comme ça une narration qui était proche vraiment de ce que j'avais envie de faire ressentir au lecteur, de l'emmener avec moi dans ce qui était possible, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu ni voulu dire d'ailleurs. Je suis restée j'ai respecté ma pudeur et
j'ai gardé beaucoup de choses pour moi, mais je voulais pouvoir faire un pont quand même entre ce que j'avais envie de dire et le lecteur. Je voulais ça. C'était important. Cabu, Charb, Tinius, Wolinski, Honoré. Il va falloir que j'aille travailler, Oui. moi. Dites-moi. Vous m'en posez des questions. Ça se termine. Donc, ils sont présents dans Dessiner encore. Il faut continuer à dire leur nom, continuer à la représenter, ne jamais les oublier, ne jamais pardonner. Ne jamais pardonner, c'est sûr, tout est pardonné, c'est un peu ironique, sans doute. Non, tout n'est pas pardonné, tout ce ne sera jamais pardonné. Ceci dit, il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans ce livre et que je ne voulais pas faire, c'est que je ne voulais pas que la colère soit trop présente, parce que la colère, généralement, ça envahit tout. Et j'ai gardé parfois ma colère dans mes dessins de presse, où là, ils agissent, comme vous le disiez, comme un coup de poing dans la gueule, quoi. C'est sûr, là, c'était un récit sur autre chose, sur la mémoire, donc sur la vie, sur comment se relever aussi de ça. La colère, je l'ai un peu mise de côté dans le livre, et pourtant, je peux vous dire qu'elle a été vraiment présente, qu'elle l'est encore. Il y a des choses qui vraiment me font accélérer le cœur toujours de ce que je peux lire. Parfois, on lit toujours, pas encore, 7 ans après, Charlie, ils l'ont bien cherché avec leurs dessins. Il y a toujours des choses qui sont un peu comme ça dans le débat, qui ressurgissent, qui sont vraiment... Donc, il faut toujours rester en garde et vigilant face à ça. Je sais plus la question, mais en tout cas, le livre était essentiellement sur la... C'est vrai que c'était important que ce soit un livre sur la mémoire, la vie de cette rédac, leurs souvenirs, c'est aussi notre futur, quoi. C'est garder en tête ce qu'ils ont insufflé, quoi. En moi, en tout cas, cette envie, cette énergie, ce rire aussi, cette liberté, immense de dessiner, de prendre du recul par rapport à l'actualité, de la transcender, de parler de tous les sujets. Coco, une dernière question, parce qu'il faut que tu ailles dessiner encore. Bosser, moi. Il y a mon petit doigt qui m'a dit que tu allais revenir à Pérouse, où il y a aussi des vagues d'ailleurs, mais moins fortes que celles de Hokusai. Tu reviens à nouveau avec une exposition. Alors beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, du sang aussi. Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais te souviens-tu de ton premier passage au festival de Perros-Guirec et de cette belle expo que nous avions réalisée, toi, moi et notre ami Tassuad. Ah oui, l'ami Tassuad que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui était vraiment très très sympa. C'était vraiment mes tout débuts dans le dessin de presse, donc j'étais très contente de faire cette expo. C'est toujours... ça vous met le pied à l'étrier, comme on dit, ça vous donne un peu confiance en vous, quoi. Là où je suis sûre je reverrai mes dessins exposés aujourd'hui, je mettrai tout à la poubelle. Je crois que j'ai le fichier. Mais voilà, non, c'est sûr, les dessins, ils avancent, ils progressent. Et parfois, il y en a des meilleurs qu'aux d'autres. C'est comme ça, on cherche, on n'est jamais toujours égal, mais l'important, c'est d'essayer de faire le mieux possible. Et moi, j'étais contente de faire cette expo il y a pas mal d'années à Pérouse. Je suis contente de revenir à nouveau et j'avais c'est beau Pérouse. J'ai envie d'essayer de me baigner aussi entre le festival et de dédicaces. Chiche. Coco, merci infiniment pour cet entretien, d'avoir donné de ton temps pour répondre à ces questions. Merci à vous. Bon courage pour ton dessin dans l'IB. Et merci. À très bientôt à Perros-Guirec. À très bientôt, oui, volontiers. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je dirais même plus. Merci André pour cet excellent entretien. On va passer à la prochaine chanson, c'est Queen avec Seaside Rendez-vous. Seaside Rendez-vous. Give us a kiss. Et c'était Queen avec Seaside Rendez-vous.
Je dirais même plus. Vous êtes toujours bien sur Millennium et dans Je dirais même plus. Et c'est toujours le 13e numéro de votre émission préférée si vous n'en écoutez pas d'autres. On va écouter la chronique maintenant de Gilles sur la BD de Kokor. Coco, Kokor, c'est pour les sonorités ou quoi ? Bonjour André, bonjour Benoît, bonjour Greg, bonjour les gens. Aujourd'hui, je voudrais mettre un peu en lumière un merveilleux album sorti en 2004, Le commun des mortels de Kokor. Ce livre s'ouvre avec une camionnette portant l'inscription Le Factotum. Son conducteur, Ladislas Quint, est le factotum en question. Un artisan qui a pour mission de remettre en état un hôtel-bar-restaurant perdu au milieu de nulle part, la digue Nord. Il croise la route du camion de liqueur qui vient de livrer le bar du lieu, dont l'autre conducteur lui souhaite un bon courage qui semble bien ironique. Arrivé devant la digue Nord, Ladislas découvre Gus McCollett, le futur barman. Ces deux hommes ont pour mission de rendre l'établissement fonctionnel à la demande d'un mystérieux propriétaire qui viendra vérifier le résultat de leurs efforts dans un mois, la veille exacte de l'ouverture et à 22h15 précise. Le barman se retrouve obligé d'aider l'homme à tout faire, car il a la phobie des échelles, et c'est problématique puisque les fissures s'étendent jusqu'au plafond. Très différents, les deux hommes s'attellent à la tâche avec plus ou moins de bonheur, car leur malicieux auteur s'amuse à nous surprendre tout au long de l'album avec leurs péripéties. On n'est pas chez Beckett ici, nos deux personnages, qui sont loin d'être des héros, n'attendent pas un proprio Godot qui ne viendra pas. Kokor nous mène bien ailleurs, en une balade dans l'étrangeté et la fantaisie. S'il y a de l'étrangeté dans les situations, le dialogue est vivant et inventif. Par exemple, quand le factotum dit « Alors, au boulot jeune homme, des soucis nous attendent et je n'aimerais pas les décevoir ». Le graphisme et les compositions de Kokor entraînent le lectorat dans cet album pas commun du tout, ni mortel au premier sens du terme. On va ici de trouvaille en trouvaille et on se dit que ce n'est pas grave s'il ne nous donne pas toutes les clés parce que l'enjeu est ailleurs et on passe un sacré bon moment tout du long des 60 pages qu'il nous a concoctées. Si le barman est l'Auguste et le factotum le clown blanc, le lieu est le véritable troisième personnage de cet album, même si l'auteur prend un malin plaisir à ne nous en dévoiler que des fragments lorsqu'il s'agit de l'intérieur. La maîtrise graphique est renforcée par la mise en couleur et l'utilisation de cases monochromes en écho à la symbolique sur la porte arrière de la camionnette de Ladislas. Bref, on sent bien que l'auteur a voulu son album tel qu'il est, en un bon gros bloc de narration virevoltante, totalement maîtrisé à tous les niveaux. Si Ladislas Quint est un artisan dépassé par son chantier, Kokor, lui, est un artiste qui a peaufiné jusqu'au moindre détail ce livre surprenant et réussi. J'ai beau en parler autour de moi, je rencontre rarement des gens qui l'ont lu. Et je me dis, sans avoir de chiffres, qu'il n'a sans doute pas rencontré le succès auquel il aurait pourtant toute légitimité, et ça, c'est vraiment trop injuste. Nous reparlerons de Kokor d'ici peu, puisque nous allons recevoir prochainement, dans Je dirais même plus, Jean-Philippe Perrault, qui vient de scénariser pour lui Rocking Chair, un western qui arrive ces jours-ci chez Futuropolis. Le commun des mortels, Kokor, aux éditions Vent d'Ouest. Je dirais même plus. Et merci Gilles pour cette chronique passionnante. On embraye tout de suite avec celle de Damien qui va nous parler de Tintin. Attention, terrain miné. Oui, ouais, mais c'est pas pour chauffer, mais je dirais même plus n'existait pas en mai dernier. Et on n'avait pas parlé de liberté d'expression bédéistique à l'occasion du verdict d'un procès opposant le breton Xavier Marabout à la société Moulin-Sarr qui lui reprochait ses toiles d'inspiration Edward Hopper mettant en scène un Tintin érotisé. Comprendre un Tintin dans des illustrations années 50, très sage, on n'est pas sur du carré rose ou du cil pour adultes. Tintin y est accompagné de femmes un peu vantes, des acolytes qui ne jurent pas tonnerre de Brest, des partenaires sans casquette, sans barbe, il n'y a pas de savant dur de la feuille, sans diva exubérante, sans chapeau melon, sans... Je dirais même plus. Merci Greg. Sans je dirais même plus. Avant notre breton mis en cause, Gordon Zola avait déjà eu affaire aux avocats de Moulin-Sarr et avait gagné avec ses calembours. Mais là, le sujet était en plus de donner une sexualité au petit reporter à la houppette. Selon l'avocat des ayants droit, Georges Rémy avait toujours refusé de mettre des femmes dans son œuvre car elles ne contribuent pas à apporter un élément comique. Ça ne regarde que lui. Mais la parodie a gagné, la justice mettant en avant que les toiles de l'artiste et son univers hopperien ne prêtaient pas confusion avec l'œuvre originale. Bon,
le sujet m'importe peu. C'est les attaques et les défenses qui sont intéressantes dans ce dossier. Est-ce que profiter de la notoriété d'un personnage est un vol ? Je sors de l'expo Botticelli au Palais du Luxembourg et je peux vous garantir que Sandro Botticelli a copié ses maîtres et utilisé les travaux de ses élèves pour faire des madones et des petits Jésus que personne ne lui dispute. Warhol a copié toute la société de son temps pour créer la contre-culture. Miyazaki a copié Mobius, Jean Giraud s'est inspiré de Ghibli, Tarantino crée son univers de fortes références. La parodie n'essaye pas de détourner un personnage, elle s'en inspire, elle le dépoussière, elle lui rend hommage. Tintin appartient à l'imaginaire collectif, on ne peut pas le mettre sous globe. Les fans et les créateurs de fanfiction autour de Star Wars ont le même problème avec George Lucas qui verrouille son univers, pourtant largement inspiré des serials des années. Bon, je suppose que personne ne pourra seulement copier une case de Tintin sans que ce soit immédiatement vu, tant ces personnages sont sacralisés. Bon, on n'est pas sur un petit auteur inconnu, lu par deux anonymes, dont l'un piquerait la sueur pour en faire son beurre. Ça, c'est du vol des propriétés intellectuelles, ok. Mais rendre hommage et évoluer avec son temps sont les deux mamelles de la création depuis les premières fresques. Les artistes ont assimilé l'art de leur père pour évoluer. Des silhouettes, des dessins aux fresques, aux toiles, de l'art religieux aux publicités contre les verrues plantaires. Bon, est-ce que Cro-Magnon a porté plainte contre Moulinsart quand Hergé a utilisé le média dessiné pour s'exprimer ? Les forums ont été virulents sur le sujet, les pros, les antis, mais ça, c'est un signe des temps. Les pros Moulinsart, moi je suis artiste, j'ai sué 100 réaux pour créer mon art, je ne voudrais pas qu'on me le vole. C'est pas du vol, c'est de l'hommage, il ne faut pas bloquer la création. Donc il y a les pros, les antis, forcément. On a le droit de parodier, de détourner, de blasphémer, de faire évoluer l'art en fusionnant Hopper et Hergé, comme d'autres fusionnent le western spaghetti et la blaxploitation, le film de Chambara et le porn and revenge, la BD et l'univers de Scorsese. Et comme Hergé lui-même se serait un peu inspiré de Benjamin Rabier, qui avait déjà créé un personnage avec une houppette et un pantalon de golf. Et comme disait Léa, 6 ans après les attentats contre Charlie Hebdo, quand on n'aime pas un dessin, on en fait un plus joli, on tue pas les gens. Bon, évidemment, parfois, il y a un vol au sens de la loi. Le sculpteur Christophe Tixier, connu sous le pseudo de Pépone, avait été poursuivi également par les héritiers de Hergé et il a été reconnu coupable et lourdement condamné en juin dernier pour avoir vendu des bustes de Tintin. La décision du tribunal de Marseille était « Le personnage de Tintin créé par Hergé est une œuvre originale au sens du code de la propriété intellectuelle ». Bien sûr, les ayants droit doivent protéger leurs droits. Mais dans une société d'image, on est OK pour détourner, faire évoluer, actualiser. Une référence majeure du XXe siècle, comme Tintin. On est d'accord, on ne va pas faire du photocopillage. Mais il ne faut pas pousser. Et j'ai fini. Merci Damien pour ces informations juridiques et pour ce moment extatique. À la semaine prochaine, ciao. Je dirais même plus. Et bien voilà, je dirais même plus, se termine déjà ce jour sur Millennium. Vous pouvez reprendre une activité normale comme la couture, l'acupuncture, la soudure, l'apiculture, la lecture, la musculature, Excalibur. Jusqu'à la semaine prochaine, même lieu, même heure. Nous remercions encore Greg, le Mozart de la technique, qui nous emballe nos propos avec un art consommé de patience et de disponibilité. N'hésitez pas à nous réécouter sur notre chaîne YouTube et de liker ce que vous aimez. Bonne lecture ici ou ailleurs. Nous allons siroter notre chouchen avec André devant un bon feu de cheminée et vous souhaiter une très bonne semaine à toutes et à tous. André, un petit mot pour la route ? Kenavo. Pareil, Kenavo. À bientôt.